Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël quand j'enregistre cette vidéo et j'avais envie de vous partager un petit kit de survie. Parce que Noël, ça peut être pour certains la magie, la chaleur humaine, les retrouvailles avec ceux qu'on aime. Et pour d'autres, c'est plutôt une épreuve d'endurance physique et émotionnelle parce que entre le saumon toxique, les débats politiques, les questions indiscrètes de tante Jacqueline sur votre vie sexuelle, ça peut très vite être aussi indigeste qu'un excès de raclette. Du coup, je vous offre ce kit à la fois pour avoir des conseils d'un point de vue nutrition et surtout soutien digestif et pourquoi pas soutien émotionnel, voire travail introspectif par rapport à tout ce que ces moments en famille peuvent venir réveiller en vous. Alors entrons directement dans le vif du sujet avec ce qu'on trouve communément sur les tables à Noël, à commencer par le saumon. Le saumon, c'est le symbole du plat raffiné, sauf qu'aujourd'hui, la majorité du saumon qu'on consomme, il est bourré de polluants, de mercure, de cadmium, de plomb, d'arsenic. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le cadmium, je vous invite à l'écouter. Et le souci, c'est que quand il y a une concentration trop élevée de ces métaux lourds dans les aliments et donc dans notre corps par la suite parce qu'on mange ces aliments, eh bien, c'est à l'origine de maladies graves. Il est reconnu aujourd'hui que le mercure et le plomb, c'est lié notamment à des atteintes du système nerveux, du développement, de troubles de la santé cognitive. Et puis concernant le cadmium et l'arsenic, c'est surtout associé à des dommages au niveau rénal et hépatique. En plus de ça, à long terme, avec l'effet cumulatif, c'est des polluants qui sont reconnus comme cancérogènes et qui peuvent induire des troubles de la fertilité. Donc mon conseil, si vous voulez vraiment manger du poisson, première option, c'est de changer de poisson, peut-être pour des poissons moins nobles, mais qui sont beaucoup moins pollués, comme les sardines, les maquereaux, qui sont en début de chaîne alimentaire, donc qui cumulent beaucoup moins ces métaux lourds. Et sinon, si vous voulez absolument rester sur la tradition et rester sur du saumon, eh bien, préférez un saumon bio. C'est même pas préféré, c'est prenez un saumon bio. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la tête des saumons d'élevage. Franchement, ça fait peur. Et avec tous les antibiotiques et les médicaments qu'ils ont, on consomme vraiment quelque chose qui est extrêmement toxique. L'autre aliment phare qu'on retrouve au fêtes de Noël, c'est le foie gras. Et disons-le clairement, c'est un organe malade qu'on vous met sur un plateau d'argent parce qu'on a gavé de force un animal pour que son foie devienne 3 à 10 fois plus gros que la normale. Donc je pense qu'avec la très grande majorité, on sera d'accord pour dire qu'il y a un gros problème d'éthique. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2025, on tolère encore ce genre de choses, surtout pour un plaisir gustatif qui dure 30 secondes. Aujourd'hui, il y a tellement d'alternatives végétales pour des foie gras, pour des choses qui sont bien plus saines en plus pour notre corps et qui sont beaucoup plus respectueuses de la vie animale. Donc c'est comme tout, hein, c'est la demande qui crée l'offre. Donc moins on sera nombreux à tolérer ce genre de produits parce qu'on a conscience des conditions de production et d'élevage de ces produits, ben moins on en fera, moins on en vendra. Et c'est important. Et en fait, ici, j'ai vraiment envie de préciser que c'est le but dans cet épisode, c'est absolument pas de dire ce que vous avez à faire ou pas, ce que vous avez à manger ou pas. C'est vraiment de vous partager comment je vois les choses et ce qui me semble essentiel pour votre santé et aussi bien sûr pour la condition animale. Et plus largement, pour la petite anecdote, hier j'ai enregistré cet épisode de podcast. Ça devait être le dernier du calendrier de l'Avent. Et je ne sais pas pourquoi, le son n'a pas fonctionné. Ça m'est déjà arrivé sur l'un des épisodes du calendrier, mais là, il y avait une erreur, ok. Mais là, par contre, hier, il n'y avait pas d'explication. Et c'est assez fou parce que dans la foulée, j'ai été targetée sur les réseaux sociaux par un documentaire qui montrait les élevages d'Inde en Angleterre, qui était un élevage bio, free range, qui est plébiscité par Jamie Oliver, qui est plébiscité par voilà, de beaucoup de stars en disant c'est le meilleur élevage, la meilleure qualité possible. Et ce que révèle ce documentaire, c'est que les animaux sont maltraités, sont tués dans des conditions abominables. Et c'est là où je me suis dit, bah tu vois, peut-être que cet épisode n'a pas fonctionné parce qu'il y a un message à passer. Et c'est hyper compliqué en fait. C'est-à-dire que moi-même, je suis dans un conflit où j'ai été végétarienne, voire végétalienne pendant des années. Et j'ai toujours une alimentation qui est à 80-90% végétale, mais de temps en temps, j'intègre des produits animaux, du poisson, des petits poissons gras, et parfois aussi de la viande parce que j'en ressens le besoin. Je suis très à l'écoute des besoins de mon corps, et notamment après une période où j'étais très affaiblie, j'ai senti que j'avais besoin de produits animaux, et j'en ai mangé. Mais pour autant, j'ai ce conflit qui est qu'on n'a aucune idée de comment sont élevés ces animaux qu'on mange et on n'a aucune idée de comment ils sont abattus en fait. C'est pas parce qu'il y a un label que ben, ça veut dire qu'ils sont abattus avec respect. Et j'ai pas envie de mettre bien sûr tous les abattoirs dans le même panier, mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de transparence par rapport à ça, ben moi ça me questionne et c'est ce qui crée pour moi un gros problème par rapport aux aliments qu'on consomme. Parce que ce dont je suis certaine aujourd'hui, c'est que chaque aliment qu'on mange apporte une énergie.
Je vous en ai parlé sur l'épisode avec les biophotons, je vous en ai parlé aussi avec l'étude faite sur les vers cannibales qui se mangent entre eux et qui commencent à absorber les comportements du ver qu'ils ont consommé. C'est un épisode que j'ai enregistré il y a 6 ans sur ce podcast. Et il y a un principe énergétique, c'est qu'il y a une mémoire qui passe à travers ce qu'on consomme. Et pour moi, quand on mange la chair d'un animal qui a vécu de la torture, on ingère aussi cette énergie de stress, de peur, de violence. Et notre corps, notre système nerveux, nos cellules le ressentent. Pour moi, aujourd'hui, c'est indéniable, c'est ce que je ressens. Donc voilà, je ne peux pas ne pas vous le partager parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une énorme responsabilité par rapport à ça. Il y a bien sûr des éleveurs qui font les choses avec un maximum de conscience et de respect, mais on ne sait pas comment ça se passe dans les abattoirs. Et là encore, il y a un petit peu de tout. Et force est de constater, avec tout ce qui circule aujourd'hui, qu'il y a des malades mentaux dans les abattoirs et il y a vraiment de la torture et des choses qui sont abominables. Donc, comment collectivement on peut agir en fait pour être plus conscient. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un boucher qui est près de chez moi, qui fait tout de A à Z, que je connais. Et j'en arrive aujourd'hui à un point où, en dehors de ce contexte-là, je ne peux plus manger quoi que ce soit. Déjà, d'un point de vue purement nutritionnel, la viande industrielle, c'est bourré d'antibiotiques, d'hormones, de produits qui sont néfastes. Et vous consommez aussi à travers la viande que vous mangez ces pesticides, ces aliments OGM qui les nourrissent, parce qu'aujourd'hui c'est autorisé en France. Les OGM, on ne les vend pas à l'humain, mais par contre ça nourrit nos bêtes, super. Et donc quoi qu'il arrive, ça doit être bio, il doit y avoir des labels. Et puis après, il y a cette question de jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur mort, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je pose ça là. Désolée, je plombe un peu l'ambiance, mais je pense que c'est aussi une réalité dont on doit être de plus en plus conscient. Et pour ma part, quand il y a un doute, c'est simple, je n'en consomme pas. Et puis le conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier la qualité à la quantité. À minima, choisissez des labels. Et puis pour les fois futures, ça peut être aussi une réflexion d'aller visiter vos bouchers, d'aller rencontrer les éleveurs du coin pour peut-être commencer à consommer différemment et avec un peu plus de conscience. Maintenant, pour en revenir de manière globale à notre repas de Noël, en termes de quantité, c'est souvent la débandade. Donc, ce que je dis souvent, c'est se faire plaisir, oui, mais se remplir un ras-bord par tradition, non. N'oubliez pas que Noël, c'est avant tout un moment à vivre, c'est pas un marathon digestif. Et mon conseil, ce qui pourrait vous aider, c'est de limiter les glucides, notamment les glucides d'accompagnement, genre les petits blinis pour mettre la tapenade, le riz blanc, les pâtes blanches, le pain, tout ça, c'est des choses qui vont vous remplir le ventre, qui apportent beaucoup de sucre. Souvent, en plus, c'est des glucides raffinés, que ce soit le pain brioché, le pain blanc, les pâtes, etc. Donc, préférez éviter ça. Comme ça, vous pouvez vraiment savourer les aliments qui vous apportent le plus de nutriments, que ce soit les fruits, les légumes, que ce soit les protéines que vous allez avoir à table. Et ça vous permettra de mieux digérer. Et quoi qu'il arrive, avant de vous servir, posez-vous la question. Est-ce que vous avez vraiment faim ou est-ce que c'est plutôt par gourmandise, par automatisme ou par pression sociale? Et si vous accompagnez l'apéro ou le repas avec un verre d'alcool, là aussi privilégiez la qualité à la quantité. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre au moins 2 verres d'eau, plate, sans rien d'autre dedans, pour bien vous réhydrater entre 2 verres d'alcool et vous verrez, vous en consommerez beaucoup moins. Maintenant, quoi qu'on fasse, et même avec la meilleure volonté du monde, il y a toujours des excès qui sont faits à Noël. Moi, la première, mea culpa. Donc, on va penser à une petite trousse de secours au niveau digestif, avec des aliments très simples à trouver, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas chez vous, vous pourriez trouver certains de ces aliments au moins dans toutes les cuisines. Le premier, c'est le citron, parce qu'il stimule légèrement les sucs digestifs et la production de bile, donc vous allez mieux digérer. Vous pouvez en prendre 10 à 15 minutes avant le repas, donc un demi-citron dans un petit verre d'eau tiède. Et c'est très aidant pour les personnes qui ont une digestion lente, qui ont tendance à avoir des ballonnements ou l'impression que ça stagne un petit peu au niveau digestif, ça va vous aider. Donc vous pouvez le prendre avant le repas, si vous le souhaitez aussi pendant le repas. L'avantage du citron aussi, c'est qu'il est hypoglycémiant, donc ça permet de limiter la montée du taux de sucre dans le sang. En alternative, on pourrait avoir le vinaigre de cidre. Alors le vinaigre, on va éviter si vous avez des gastrites, si vous avez un ulcère ou des muqueuses enflammées. Mais c'est très intéressant si vous savez que vous avez de l'hypochloridrie, c'est-à-dire un manque d'acide gastrique, s'il y a une sensation de lourdeur qui arrive très vite après le repas, si vous avez tendance aux éructations, aux ballonnements, ou alors pour tout repas très riche en protéines et en graisses, ça va vous aider. Donc vous pouvez diluer une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un petit verre d'eau, voire max une cuillère à soupe. Ensuite, on va avoir bien sûr une solution universelle qui là se fait plutôt au moment du repas, c'est la mastication. Et vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de la mastication parce que plus vous mastiquez, plus vous salivez.
Et plus vous allez avoir l'amylase salivaire qui va être sécrétée. C'est cette enzyme qui permet de digérer notamment les glucides. Ça va donc vous permettre d'éviter ou en tout cas de limiter les ballonnements, les flatulences, les inconforts digestifs parce que vous aurez prédigéré les aliments dans la bouche. Et puis n'oubliez pas, le plaisir est dans la bouche aussi. Parfois, on est gourmand, on mange vite, on veut tester plein de choses, alors qu'en réalité, le vrai plaisir, ça se passe juste à ce niveau-là. Après, vous ne sentez plus rien. Donc prenez le temps de savourer et donc de bien mastiquer. Ensuite, comme plantes digestives qui peuvent grandement vous aider, on va déjà avoir le gingembre. Le gingembre, vous pouvez le couper en petits morceaux ou le râper, le porter à ébullition, donc vous le mettez dans l'eau froide, vous portez à ébullition, vous faites bouillir pendant 10 minutes et puis vous laissez infuser avec un couvercle. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une boisson qui est anti-inflammatoire, qui va favoriser la vidange gastrique, donc ça va favoriser la digestion. Et au cas où, c'est aussi un antinauséeux, donc ça peut aider. On va avoir la menthe poivrée aussi qui apaise tout ce qui est spasme et qui évite les ballonnements. Donc là, vous pouvez la faire tout simplement en infusion. Donc la différence avec la décoction, c'est que cette fois-ci, vous avez de l'eau chaude, vous laissez infuser avec un petit couvercle et puis au bout de 10 minutes d'infusion, vous allez pouvoir filtrer et la boire. Ensuite, dans le même registre, notamment pour mieux digérer les graisses ou les repas très lourds, le romarin va être super. C'est vraiment une plante qui agit sur le foie et qui va favoriser aussi les sécrétions biliaires. Donc il est très aidant pour ça. Et puis ensuite, on va avoir d'autres remèdes qui sont plus en lien avec l'aspect ballonnement, gaz, fermentation. Donc on a tout d'abord la badiane, vous savez, cet anis étoilé. En plus, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas mal durant les fêtes. C'est très joli en décoration sur les gâteaux, mais vous verrez qu'en infusion ou en décoction, là en l'occurrence, c'est vraiment délicieux parce que c'est un petit goût anisé. L'avantage de la badiane, c'est qu'elle évite les douleurs digestives, notamment en lien avec les ballonnements, les flatulences. C'est un antispasmodique en fait à la base, donc quoi qu'il arrive, elle va permettre de mieux digérer. La cannelle aussi va avoir cet effet-là. Donc vous pourriez très bien faire une décoction d'anis étoilé et de cannelle avec des bâtons, par exemple. Et là aussi, c'est top pour prendre soin de l'intestin, pour éviter les ballonnements. Et en plus, la cannelle, comme le citron, permet de mieux réguler le taux de sucre dans le sang. Enfin, il y a 2 remèdes que je trouve très intéressants. Vous pouvez toujours avoir sur vous, même quand vous êtes en déplacement ou en voyage. Tout d'abord, des enzymes digestives. Si vous savez que vous allez avoir un repas copieux ou que vous avez du mal à digérer, ça peut être intéressant. Donc, c'est souvent un mélange d'amylase pour digérer les glucides, de protéase pour les protéines, de lipase pour les graisses. Moi, j'aime beaucoup le complément Digèrvit de chez Copmed, mais après, chacun fait comme il veut. C'est juste que voilà, j'aime Copmed parce qu'ils ont cette éthique et cette manière aussi de travailler d'un point de vue bioénergétique. Et puis, il y a le charbon actif, et ça, c'est top parce que de manière ponctuelle, après un repas, ça peut vous éviter de ballonner. Alors que si vous avez plutôt une tourista, que vous digérez mal une huître qui a été par exemple plus très fraîche, et bien là, ça peut vraiment vous éviter de vous vider littéralement en prenant régulièrement. Donc charbon actif, enzyme digestive, c'est très intéressant. Le charbon actif, ça peut être une cuillère à café rase dans un verre d'eau ponctuellement et on pourrait le prendre toutes les 2 heures en cas de forte intoxication alimentaire. On va aussi pouvoir prendre notre petite bouillotte. Pourquoi? Parce que la bouillotte, c'est vraiment le remède des naturopathes. Tout simplement parce que votre foie est à son plein potentiel, peut vraiment se régénérer, faire son travail quand il est à une température de 40 degrés. Donc le fait de mettre une bouillotte sur le foie va favoriser le travail. On dit d'ailleurs que 30 minutes de bouillotte, c'est des heures de confort digestif en plus. Donc mettez de la chaleur, peu importe la manière, mais je pense que dans toutes les maisons, vous pourrez trouver une bouillotte si besoin pour vous soutenir. Voilà ce que je voulais vous partager pour l'aspect nutritionnel et digestif, mais maintenant je vais aborder plutôt ce qui se passe autour de la table plutôt que sur la table, parce que parfois en effet ça peut être un petit peu challengeant, il y a des balles perdues parfois dans les débats familiaux, dans les discussions, voire dans certaines questions qui nous sont posées. Donc l'idée c'est de vous donner un petit kit de survie pour ceux qui se sentent concernés par ça, pour aborder les choses avec plus de recul, plus de légèreté, pour ne pas prendre les choses personnellement, voire pour faire un travail introspectif par rapport à ça. Donc tout d'abord, quand vous recevez des remarques qui ne sont pas très agréables, n'oubliez pas que chacun parle toujours de soi. Dans l'un des épisodes du calendrier de l'Avent, je vous parlais notamment de cette notion de boule à facettes. Je vous disais, le monde n'est que la boule à facettes inversée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on voit la réalité, on voit les choses, on a un avis sur X, Y, Z, que ce soit une personne ou un événement, selon notre perception, selon nos valeurs, selon notre expérience. Donc quand quelqu'un vous parle de quelque chose ou vous parle de vous, en réalité, il est en train de parler de lui-même. Donc tout jugement, critique ou conseil non sollicité qui vous est partagé, n'oubliez pas que ça vient souvent soit des regrets de la personne qui vous les dit,
soit de ses peurs, ou tout simplement de sa propre vision du monde. Il ne s'agit pas de vous. Par exemple, quand votre oncle est en train de critiquer vos choix de carrière, en réalité, il est peut-être en train de parler de ses propres regrets professionnels, ou alors de toute la pression qui s'est mise sur son dos dans sa carrière à lui, et donc il projette parce qu'il estime que sa nièce ou son neveu devrait en faire autant parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais c'est son monde à lui, en fait, c'est pas le vôtre. Autre exemple, quand votre mère et votre grand-mère s'allient pour vous mettre la pression et avoir des petits-enfants, n'oubliez pas qu'elle parle de ce que ça signifie pour elle. Je pense qu'il ne faut pas oublier que on fait pour la grande majorité, je pense, partie de la première génération à se poser la question en tant que femme de est-ce qu'on veut des enfants ou non, à se donner la liberté d'en avoir ou pas. Avant, c'était comme ça, on faisait des enfants, point. Moi, j'ai mis 35 ans à vraiment me poser la question de attends, mais j'en veux, vous faites ou pas? Parce que c'était tellement logique que j'en ai un jour que je m'étais jamais posé la question. Donc dans ces questions-là, il y a tout leur bagage, toute leur histoire à elles et le fait qu'à la base, vous êtes censé avoir des gosses, point. C'est comme ça, c'est leur réalité. Donc voilà, ça permet aussi de juste pas prendre ça personnellement. Quand je dis pas prendre ça personnellement, c'est toujours de se rappeler depuis quel espace la personne, elle me dit ça. Au fond, elle vous partage juste ce qui est important pour elle, voir ce qui est un non négociable dans leur réalité. Donc c'est peut-être dit maladroitement, d'accord, peut-être que ça manque un petit peu de subtilité, mais voilà, ça permet de vous repositionner par rapport à ça et surtout à comment vous recevez ça. Et puis, un autre exemple encore, c'est par exemple ce cousin qui se moque de votre hypersensibilité ou de cette personne qui vous trouve trop perché, trop spirituel ou que sais-je. Quoi qu'il arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes vont souvent juger, critiquer, tourner au ridicule quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Et puisqu'elles ne connaissent pas, eh bien, elles préfèrent se mettre dans un système de défense pour plein de raisons. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, la personne qui critique l'hypersensibilité, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas accès à ses émotions. C'est quelqu'un qui ne sait pas ressentir à ce niveau-là. Donc, c'est tellement différent de sa réalité qu'elle va le critiquer. Et c'est quelque chose d'inconscient, en fait. Elle pense que tout va bien, elle pense qu'elle gère très bien ses émotions, mais en réalité, elle ne peut pas vous comprendre. Parce que c'est tellement différent de ce que vous pouvez vivre. Et je pense que quand on comprend ça, ça vous permet de ne plus être touché émotionnellement ou énergétiquement. Ça vous glisse dessus en fait. Et ça, la personne en face, elle va le sentir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prise, ça ne mord plus à l'hameçon. Et l'autre chose aussi, c'est que vous pouvez vous demander, quand quelqu'un vous fait un retour, quand quelqu'un vient un peu vous challenger, demandez-vous, est-ce que cette personne, elle m'inspire? Celle qui me critique, qui me juge, qui me pose des questions qui sont passives-agressives ou ce genre de comportement, c'est est-ce qu'elle m'inspire? Est-ce que pour moi, c'est un modèle de sagesse, de réussite, d'alignement? Est-ce que cette personne, elle a l'air heureuse et épanouie dans tous les domaines de sa vie? Si la réponse est oui, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à tirer de ces discussions, alors pas autour d'une table de 25 personnes, mais en tête à tête. Et si la réponse est non, eh bien passez votre chemin. Et puis c'est tout. Ensuite, il y a un exercice qui peut vous sembler un peu plus ésotérique, mais qui est pourtant extrêmement puissant, et ça peut aider les personnes qui vont dans des environnements toxiques. Alors moi, là-bas, c'est un rituel quasi quotidien que je vous conseille de faire. Ça peut être aussi quand vous allez dans les centres commerciaux faire des courses, quand vous vous sentez drainé énergétiquement, quand vous êtes dans des endroits où il y a trop de monde. Alors, moi, c'est quelque chose que j'adore enseigner. D'ailleurs, dans la transmission qui s'appelle Au service, que j'anime du 28 mars au 2 avril 2026, je vous transmets beaucoup de pratiques, beaucoup plus puissantes que ce que je vais vous dire là, mais en tout cas qui vous permettent de nettoyer un espace, d'ouvrir un espace selon les pratiques que vous pouvez faire en tant que praticien, thérapeute, coach, ou tout simplement des personnes qui organisent des retraites, comment nettoyer, se nettoyer soi-même énergétiquement ou nettoyer quelqu'un. Bref, on voit ça en détail, c'est des choses que j'adore transmettre. Mais là, pour aujourd'hui, même si vous êtes en train d'écouter cet épisode dans votre voiture avant d'aller au dîner, vous pouvez tout simplement fermer les yeux, respirer profondément et revenir dans votre corps, notamment revenir dans votre bassin. Il faut savoir que l'une des meilleures protections que vous pouvez faire, c'est de vous ancrer. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus sensible aux énergies, c'est aussi quand on manque d'ancrage. Donc, visualisez votre ancrage, sentez votre connexion avec la terre, tous les points de contact avec le sol, avec ce qui vous permet d'être assis quelque part, mettez le focus là-dessus. Visualisez des racines qui se connectent au centre de la terre. Pour les personnes qui ont Iji Starter, notamment la saison été, je vous guide avec une méditation pour une connexion tertielle. Donc ça, c'est génial à faire. Si vous pouvez le faire quotidiennement, c'est vraiment pépite. Et sinon, donc là, vous fermez les yeux, vous respirez, vous vous connectez à la terre, vous ancrez. Et puis, vous pouvez tout simplement imaginer une bulle de lumière tout autour de vous, blanche, dorée, bleu ciel. Vous pouvez même imaginer
un feu bleu tout autour en fait de cette bulle qui vient vous protéger. Et vous pouvez poser l'intention que cette bulle laisse passer tout ce qui est dans la même fréquence que l'amour, que la compassion, que le partage, que la joie, mais qu'en revanche, cette bulle est complètement imperméable à tout ce qui est toxique, tout ce qui est de l'ordre du jugement, de la peur, de la haine, des tensions, pour que ça ne touche pas votre champ énergétique. Vous pouvez vraiment poser l'intention que dans cet espace, vous êtes complètement protégé, en sécurité, et vous pouvez le répéter d'ailleurs mentalement en vous disant « je suis dans mon centre, je suis en paix et je suis protégé ». Ça peut paraître un peu wouhou, un peu trop perché, mais vous verrez la différence. Dans le même registre, je vous donne un exercice qui n'est pas un exercice préventif, mais plutôt de secours d'urgence quand ça ne va pas. Ça peut être une discussion qui tourne vraiment au vinaigre, vous sentez que votre système nerveux il part complètement en sucette, vous êtes en mode fight or flight, donc vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien. Et c'est d'ailleurs un exercice qui peut vous servir dans plein de situations différentes. Donc par exemple, si une dispute éclate et que vous êtes spectateur ou spectatrice de ça et que c'est difficile pour vous, vous pouvez faire cet exercice. Ou alors, si vous êtes le sujet principal, eh bien, vous pouvez tout simplement vous isoler à un moment donné et faire ce que je vous dis là. Connectez tout d'abord vos pieds au sol, encore une fois, reconnectez à votre ancrage. Et vous allez faire une respiration en 4, 7 et 8 temps. Vous allez inspirer sur 4 temps. Vous allez tenir sur 7 temps en apnée. Et ensuite, vous allez expirer sur 8 temps. Et vous le faites autant de fois que nécessaire. Rien qu'une minute, 2 minutes de ça, ça va déjà vous aider à vous calmer. Et ensuite, vous pouvez, ça c'est très important pour votre système nerveux, pour remettre de la sécurité, vous allez connecter à tous vos sens. Donc vous commencez par nommer mentalement 5 choses que vous voyez, puis ensuite 4 choses que vous entendez, 3 choses que vous touchez, 2 choses que vous sentez et 1 chose que vous pouvez goûter. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider à rééquilibrer votre système nerveux et revenir dans un état de calme. Pourquoi c'est important? Parce que dans toute situation conflictuelle, on a tendance à réagir depuis un système nerveux qui est complètement en branle, donc ce qu'on va dire n'est jamais bénéfique, ni pour vous, ni pour là ou les personnes en face. Quand vous faites cette pratique-là, vous vous détendez, vous pouvez reprendre du recul et répondre ou mettre vos limites de manière beaucoup plus calme. Alors bien sûr, j'espère que vous n'aurez jamais utilisé ça dans un contexte familial, ce serait vraiment triste, et si c'est le cas, je suis désolée pour vous, mais en tout cas, ça peut vous aider. Et puis, il y a des petites phrases toutes simples qui peuvent vous aider dans des situations un peu complexes, comme par exemple, si quelqu'un aborde un sujet qui vous touche, ça peut être merci de t'intéresser, mais je t'avoue, j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui, par exemple. Ou c'est un sujet sensible pour moi, je préfère plutôt en parler en petit comité. Si vous êtes dans un débat qui n'en finit pas, ça peut être tout simplement à un moment donné de dire écoute, je t'entends, je comprends, on voit les choses de manière différente et c'est ok, d'accord, pour désamorcer les choses. Et pour tout ce qui concerne vos choix de vie, eh bien, je vous rappelle que vous n'avez pas à vous justifier, d'accord? C'est vous le sujet principal de votre vie. Donc ça peut être de dire, écoute, j'ai mes raisons, je me suis renseignée, je suis heureuse et épanouie avec ça, tout simplement. Et ça désamorce souvent bien des choses. Bien sûr, l'idée n'est pas de dire des choses que vous ne pensez pas, hein, soyez alignés, soyez cohérents, cohérentes. Bien sûr, parfois on se laisse être emporté, hein, parce qu'il n'y a pas plus challengeant qu'être avec notre famille, il y a plein d'effets miroirs, mais c'est en ça aussi que c'est intéressant. Ensuite, à Noël, ce qu'on peut beaucoup observer, malheureusement, c'est le burn-out des fêtes. C'est-à-dire le fait qu'on n'ose jamais dire non parce qu'on se dit qu'il faut vraiment aller voir toute la famille, qu'il faut se ruiner en cadeau, qu'il faut faire le meilleur repas possible, qu'il faut que tout le monde soit content. Alors qu'en réalité, vous avez le droit de décliner des invitations, vous avez le droit de partir plus tôt que prévu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire ces 5 dernières années. J'ai un ami qui, pour lui, son max, c'est 22h, voire 21h45. Et à chaque fois qu'on fait des soirées entre amis, il vient, mais au bout d'un moment, il part plus tôt que tout le monde parce que c'est important pour lui. Et bien sûr, on n'a jamais critiqué ça et au contraire, j'ai souvent trouvé ça hyper inspirant parce que parfois, en fait, de voir régulièrement nos amis, ça nous met dans un rythme qui n'est pas le mieux, notamment pour notre hygiène de vie, pour notre sommeil. Et du coup, on se refuse de voir nos proches à cause de ça, parce qu'on sait qu'on va être crevé le lendemain. Alors que quand on dit oui aux invitations, mais qu'on a une limite très claire qui est à 22h, je pars, ça permet en fait de, quoi qu'il arrive, passer du bon temps, d'avoir une vie sociale épanouie, tout en respectant son hygiène de vie, et c'est ce qui permet de tenir à long terme. Donc durant les fêtes, vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas vous coucher tous les soirs à 3h du mat. Donc voilà, sentez-vous libre de partir plus tôt, de ne pas participer à tous les événements non plus, et de mettre vos limites, même si ça peut décevoir certains. Encore une fois, ils parlent de leur perception, de leur réalité. Ils parlent aussi sûrement de toutes ces fois où ils voudraient ne pas venir partir plus tôt, mais qu'ils ne s'autorisent pas. Donc encore une fois, ça peut être de la projection. Donc vous vous en fichez, faites votre vie à votre manière.
Alors jusque-là, je vous parle beaucoup des moments en famille, mais je sais que certains d'entre vous sont seuls et pas forcément par choix, et ça peut être difficile à vivre. Alors je vous invite à écouter mon épisode sur les rituels et à écouter notamment mon épisode sur les 12 nuits sacrées, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup à tirer d'être seul durant les fêtes et d'avoir un moment rien que pour vous et introspectif. Mais si la solitude est difficile pour vous, soyez entourés, allez travailler dans des associations, allez donner de votre temps et de votre énergie à des personnes qui en ont besoin. Il y a certainement aussi des personnes dans votre voisinage, dans votre ville, qui sont dans les mêmes situations. Ça peut être aussi un ami ou des membres de la famille qui sont très loin. J'ai beaucoup de mes amis qui ont une longue distance géographique avec leur famille, et tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est leur demander de mettre un ordinateur avec WhatsApp ou avec Zoom ou avec FaceTime, de le laisser tourner toute la journée pour que vous puissiez être avec eux, même si à la distance. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et vous pouvez bien sûr le faire avec des amis si vous ne pouvez pas le faire avec votre famille. Mais quoi qu'il arrive, essayez de trouver vos rituels, de mettre la magie de Noël. Moi, je passe mon Noël seul, mais j'ai mon sapin, j'ai mes rituels, j'ai mes bougies, j'ai mes petits films, et c'est un moment qui est extrêmement agréable pour moi. Et puis, il y a un rituel que j'aime beaucoup faire à Noël, c'est de faire ma liste de vœux pour l'année. C'est-à-dire que le 24, j'écris toutes mes intentions. L'idée, c'est de ne pas trop réfléchir non plus. C'est pas d'avoir une liste de 25 souhaits, c'est de plutôt en avoir 4 ou 5, par exemple. Et je les écris sur une lettre, je les emballe, et ensuite je mets cette lettre quelque part, et je la rouvre je la mets sous le sapin en fait, pour l'année suivante. Et donc l'année suivante, je peux voir ce qui s'est réalisé, et donc voir tous les cadeaux que j'ai reçus de la vie. Et pour moi, c'est ça le plus beau des cadeaux de Noël en fait. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, et pour ça, il y a besoin de personne, juste de vous-même et d'un petit peu de temps. Enfin, et pour terminer cet épisode, je vous propose de tirer pleinement profit de ce qui se passe durant les fêtes de Noël, que ce soit par rapport à ce que vous pouvez ressentir, parce que vous vous sentez épuisé, parce que vous avez du mal à dire non, parce qu'il y a des discussions qui sont difficiles, les projections des gens, les critiques, etc. Tout ça est un moyen en fait de voir ce qui se joue dans ces miroirs relationnels et de vous poser certaines questions pour comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller en vous et peut-être mettre en lumière des choses qui étaient inconscientes. Donc le premier exercice est de tenir un journal des déclencheurs. Alors bien sûr, ce journal, ça peut aussi être sur votre téléphone si c'est plus pratique. Et vous pouvez vous poser des questions, que ce soit quotidiennement ou régulièrement durant les fêtes, comme qu'est-ce qui m'a mis en colère, ou qu'est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce qui m'a frustré, qu'est-ce qui m'a agacé, ou encore qu'est-ce qui m'a touché à ce point. Donc je répète, qu'est-ce qui m'a mis en colère, qu'est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce qui m'a frustré, qu'est-ce qui m'a touché à ce point. Pourquoi? Parce que ces déclencheurs, c'est toujours des portes d'entrée vers des blessures que vous portez qui n'ont pas été guéries, qui ne sont pas encore conscientisées peut-être. Du coup, tout ce qui vient vous toucher est en fait un trésor pour vous permettre de faire ce travail intérieur et de mettre en lumière des choses qui étaient encore dans l'ombre. Par exemple, si quelqu'un fait une remarque sur votre poids et que ça vous reste, que vous tournez la phrase en boucle, ça peut encore mettre en lumière une blessure de l'enfance par rapport à l'image de soi, par rapport à la validation, souvent en reflet avec la validation parentale du père ou de la mère, sur l'acceptation, si l'acceptation de soi avant tout. Donc quoi qu'il arrive, ça va réveiller des blessures, des programmes, des conditionnements. Et soit c'est clair pour vous, ça vous permet de mettre en lumière des choses qui ne sont pas encore tout à fait guéries, soit c'est encore assez nébuleux et vous pouvez vous faire aider bien sûr en thérapie ou avec un praticien sur ces sujets. L'autre exercice, c'est celui du miroir. C'est-à-dire que dès que quelque chose vous agace ou vient vous irriter, demandez-vous, est-ce que moi aussi je fais ça parfois? Ou est-ce que ça vient me montrer quelque chose que je rejette en moi, que je n'accepte pas, que je juge chez moi, ou dont j'aimerais me libérer mais j'arrive pas? Par exemple, si vous avez un membre de votre famille qui est ultra contrôlant et que ça vous énerve, peut-être que c'est quelque chose que vous faites aussi, mais dans d'autres domaines de votre vie, et que vous aimeriez vous en libérer, ou quelque chose dont vous n'êtes pas fier. Si vous avez quelqu'un à table qui parle très fort, qui prend toute la place et que ça vous énerve, ben peut-être que ça révèle juste votre incapacité à prendre votre place, qu'à chaque fois vous êtes en train de vous écraser. Vous aimeriez très certainement pouvoir aussi vous exprimer davantage. Donc il y a souvent en fait un jeu de miroir qui est soit vous êtes identique de manière inconsciente dans des contextes différents, soit vous êtes l'opposé et ce que fait cette personne, ben vous ne vous autorisez pas à le faire et ça vient vous déranger. Vous savez, c'est aussi parfois sur les réseaux sociaux des personnes qui prennent la place, qui prennent la lumière et ça vient vous titiller, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Mais en fait, ça vous montre juste qu'il y a une part de vous qui aimerait faire ça, mais vous ne vous donnez pas l'autorisation ou vous ne faites pas le travail nécessaire pour y arriver, ou il y a des blessures, de la timidité, des peurs du rejet qui font que vous restez à votre place et vous n'allez pas prendre cette lumière. Donc demandez-vous, qu'est-ce qui me fait réagir? Parce que le problème, ce n'est pas l'autre, c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, et je pense que vous l'aurez compris à ce stade, l'unique question à vous poser dans ces situations, c'est
qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi? Par exemple, si votre famille vous épuise, qu'est-ce que ça dit de vos limites, de votre besoin d'authenticité, de votre peur de décevoir aussi, justement en ne refusant pas certaines invitations ou en restant jusqu'au bout alors que vous n'en pouvez plus? Si vous avez trop mangé et que pour vous c'est un schéma qui se répète parce que votre intention était d'être plus vigilant ou vigilante, demandez-vous qu'est-ce que vous cherchez à combler avec l'alimentation? Est-ce qu'il y a un vide émotionnel ou relationnel que vous tentez de remplir avec la nourriture? Si vous vous êtes senti seul alors que vous étiez complètement entouré, qu'est-ce que ça révèle sur votre besoin de connexion authentique, de relations plus alignées, sur le fait que la quantité, peu importe le nombre, ne remplace pas la qualité d'une relation qui est juste et alignée avec la personne que vous êtes aujourd'hui? Et quelles décisions vous pouvez prendre dès maintenant et pour l'année à venir pour choisir des personnes qui vous entourent, qui sont sur la même fréquence, qui vous font du bien, qui vous nourrissent? Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir cette honnêteté radicale vis-à-vis de vous-même, parce que c'est là aussi que la vraie transformation peut commencer. Et quand je dis transformation, c'est quelque chose qui vous mène à plus d'acceptation de soi, à plus de bien-être, à plus de sérénité. Et attention ici, parce que l'idée n'est pas d'endosser la responsabilité de tout sur nos épaules, d'accord? C'est à chacun de faire son travail. C'est pas parce qu'on se pose des questions sur soi, qu'on essaie de voir en quoi c'est en résonance avec nos propres programmes, que c'est forcément nous le coupable. Il n'y a pas du tout de culpabilité à avoir. Au contraire. L'idée, c'est d'avoir plus de douceur, plus de compassion, plus de compréhension de ce qui se joue en vous et chez l'autre. Et c'est ça l'enseignement de Noël en réalité. C'est comment on peut toucher davantage à tout ce qui crée plus d'union, de compassion et d'amour en allant voir nos schémas, en arrêtant d'être hyper réactif, en arrêtant d'envoyer des flèches ou de répondre avec des flèches à chacun, parce qu'on ne fait pas ce travail-là. Donc voilà, il n'y a pas de pression à se mettre non plus, hein, d'accord? On n'est pas non plus en thérapie à Noël. Le but, c'est de passer du temps, mais c'est juste pour vous donner des clés. C'est bénéfique durant les fêtes et c'est aussi bénéfique toute l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que durant les fêtes, on est vraiment dans cette période, comme je vous le disais lundi, hein, sur mon épisode des 12 nuits sacrées, dans une période où on est invité à aller voir ce qui se passe en nous, à nous libérer de choses obsolètes, à expandre notre vaisseau, c'est-à-dire à voir l'ombre dont on est porteur pour laisser place à plus de lumière. Et c'est pas pour rien qu'il y a ces moments en famille, qu'il y a ces jeux relationnels, qu'il y a ces miroirs, parce que ça nous permet de voir ce qui n'était pas accessible avant. Et comme je le dis très souvent, c'est pas une prise de responsabilité qui doit être culpabilisante, c'est au contraire de se dire « Ah ok, il y a ça, qu'est-ce que j'en fais ?» Parce qu'au final, c'est ça qui compte le plus. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce dont on est porteur. Point barre. Et puis si jamais c'est chargé, c'est compliqué et que vous voulez vous nettoyer énergétiquement après des moments avec beaucoup de monde, ou ne serait-ce qu'après vos courses de Noël, vous pouvez rentrer chez vous, vous faire un bon bain de sel. Donc vous mettez 1 kilo de gros sel avec votre bain et puis vous restez là et vous vraiment posez l'intention de rendre au sel tout ce dont vous avez besoin de vous décharger. Mais le sel absorbe beaucoup, donc ça vous sera bénéfique et ça va beaucoup vous détendre aussi. La fumigation, c'est très puissant. Donc oubliez le Palo Santo, qui n'est pas en plus une fumigation qui permet vraiment de nettoyer les énergies. C'est plus quelque chose qui va fixer les énergies. La sauge blanche, en revanche, va être quelque chose qui nettoie profondément. Le copal blanc aussi, pour ceux qui en ont. Et vous pouvez aussi faire un petit rituel d'écriture où vous allez écrire tout ce dont vous voulez vous libérer, que ce soit des comportements addictifs, que ce soit des pensées que vous avez pu avoir, des émotions négatives, des projections que vous avez peut-être eues vous-même, ou alors toutes ces choses que vous avez vues de vous, dont vous êtes porteur, et vous vous dites « Ok, grâce à ça, maintenant je veux m'en libérer ». Et vous pouvez faire brûler ça en le mettant dans un feu de cheminée ou avec une bougie blanche. C'est aussi très libérateur énergétiquement. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce kit de survie de Noël, mais qui au final peut nous servir toute l'année. Dans tous les cas, mon seul souhait, c'est choisissez-vous, mettez du plaisir dans votre vie, priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de mères, de pères qui vont dire « mais non, c'est mes enfants ». Mais en réalité, vos enfants ont besoin de parents avec un système nerveux régulé, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui sont zen, qui peuvent profiter pleinement de moments de qualité avec eux. Ils n'ont pas envie d'avoir des parents qui sont épuisés, qui sont en burn-out, qui sont en colère, qui sont fatigués. Donc oui, vous êtes la personne la plus importante. Prenez soin de vous aussi pour mieux profiter de vos proches. Et je vais profiter de cette conclusion pour vous remercier parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode du calendrier de l'Avent du podcast. Donc bien sûr, il y aura d'autres épisodes à l'avenir, mais j'avais vraiment envie de vous offrir un épisode par jour et c'était aussi un énorme challenge pour moi. Il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de ne pas enseigner ou transmettre avec des mots, des paroles
Encore une fois, hein, je suis anti donner des conseils non sollicités, mais je suis plutôt pour enseigner par l'exemple. Et beaucoup des personnes que j'accompagne ont parfois du mal à se lancer. On pense qu'on n'est jamais à la hauteur, qu'on n'est jamais suffisamment prêt pour parler des sujets qui nous animent, pour commencer à transmettre, pour commencer à pratiquer. Et peut-être que ça peut vous parler aussi, que ce soit pour un projet qui vous tient à cœur, que ce soit pour quelque chose que vous procrastinez depuis toujours et que vous pouvez faire. Et moi, en fait, les épisodes de podcast, c'est souvent ça. Souvent, je me dis, ah, mais au final, les gens savent déjà tout ça, ou alors il y a déjà tellement de contenu, ou alors X, Y, Z. Et j'ai vraiment eu envie de casser ce programme, de casser mon perfectionnisme pour me dire, quoi qu'il arrive, avec un minimum de préparation, je prends mon micro, j'enregistre et c'est parti, on envoie. Et ça a été un vrai challenge parce que j'ai vraiment eu une quantité pas possible d'événements qui pouvaient pas plus mal tomber à tous les niveaux dans ma vie. C'est un mois aussi où j'étais beaucoup en déplacement à Paris, à Metz pour voir ma famille aussi. Et c'était très dur pour moi que d'enregistrer dans des environnements qui n'étaient pas idéaux, où il n'y avait pas forcément la qualité de lumière, etc. Mais ça m'a permis de sortir de ce pattern et de me dire que quoi qu'il arrive, en fait, je suis en capacité de créer des épisodes, de vous apporter de la valeur. D'ailleurs, merci à celles et ceux qui ont partagé, qui ont commenté. Ça me permet aussi, ça m'a beaucoup nourri. Voilà, c'est en tout cas, je l'espère, quelque chose qui vous inspirera à passer à l'action, parce qu'encore une fois, on pense qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez prêt, et ça m'arrive aussi très souvent. Donc ce calendrier de l'Avent, c'était aussi quelque chose que je me suis offert pour me transformer, me dépasser, et du coup être à l'avenir beaucoup plus régulière dans ces épisodes de podcast. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en 2026 avec de nouveaux épisodes. Prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour et à très vite.